commencer. Alain Mogard, bonjour. Je suis content de vous revoir un an plus tard, puisque nous nous étions déjà vus l'année dernière pour le lancement, ou du moins les premiers pas du PRDA. Aujourd'hui, un an après, 18 mois après la naissance de ce PRDA, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles, j'allais dire du bébé, mais des nouvelles du PRDA, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Écoutez, je pense qu'on est en ordre de marche. Enfin, et on est vraiment en ordre de marche et on va vous présenter comment le dispositif est désormais en train de fonctionner. Donc, j'y vais tout de suite, là où... D'accord. Vous pouvez y aller, oui. Oui, d'accord, pas de problème. Bon, alors, on va, pour que tout le monde ait dans la tête les différents champs d'intervention du PRDA. Bon, d'abord, la première idée, c'est que on va faire attention au coût, à la fiabilité, etc. Bon, ça c'est classique, je vais aller au résultat. Alors, on a le premier axe, c'est l'axe de repérer l'amiante et mesurer, d'accord. Ensuite, le deuxième axe, c'est je regarde là, c'est l'optimisation, c'est le chantier, le deuxième axe, voilà, c'est le chantier. Et puis sur le chantier, c'est les opérations d'amiante, on a les problèmes de chantier et les problèmes de traitement des déchets. Voilà, comment on enlève les déchets. Bon, ça c'est les champs classiques. Sur les chantiers, on couvre évidemment les deux cas de figure des chantiers entre guillemets où on sait qu'il y a l'amiante et on traite avec toute la réglementation, et les chantiers où on découvre l'amiante, on traite aussi avec la réglementation, mais c'était sous section 3 et sous section 4. Voilà nos champs. Bon, alors maintenant, quel est le dispositif? Quand je dis le dispositif est en marche, je crois qu'il faut bien le décrire. Alors vous allez le mettre en entier parce que voilà. Alors, nous y sommes. On y est. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'original? La partie originale, c'est pas celle d'en haut. Oui, voilà, c'est pas celle d'en haut, si je puis dire. La partie originale, je vais commencer par le bas. Par le bas. En rouge, les règles de l'art. Donc au fond, le PRDA, qu'est-ce qu'il a dit? Il a découvert, vous allez me dire que c'est une banalité, que nous n'avions pas, nous les gens du bâtiment, il s'agit du bâtiment, de règles de l'art pour traiter l'amiante. On a des règles de l'art dans tous les métiers du bâtiment, on n'a pas de règles de l'art sur l'amiante. Alors vous savez que ces règles de l'art, c'est à la fois des règles de l'art dans le bâtiment de techniques traditionnelles, et c'est à la fois des règles de l'art qui progressivement s'installent parce que les innovations arrivent, elles sont maîtrisées de plus en plus et on fait des règles de l'art de ces innovations qui se terminent en règles de l'art tout à fait classiques, traditionnelles. Donc vous avez la première colonne où on part des techniques traditionnelles et on va directement sur ces techniques traditionnelles maîtrisées depuis longtemps sur les chantiers, on va les codifier en règles de l'art. Et ça, nous le faisons avec le programme conjoint qui s'appelle PACT, qui est le programme des règles de l'art. Donc ça, c'est clair. Les techniques traditionnelles deviennent des règles de l'art. J'ai envie de vous dire, on n'aurait pas fait le PRDA, on aurait pu le faire sans le PRDA. Mais enfin, c'est quand même nous qui avons eu l'idée de faire ça. Ensuite, on arrive au deuxième cas de figure, les innovations matures, la deuxième colonne. Les innovations matures, c'était des innovations qui étaient au point, mais qui ne trouvaient pas facilement le marché. Pourquoi? Je vais mettre les pieds dans le plat. C'est que ça dépendait de l'autorisation qui est donnée dans chaque département par les inspecteurs ou inspectrices du travail. Et on avait donc un système où il n'y avait pas d'unité sur toute la France. Donc chacun donnait son avis sans que ce soit jouable d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre. Voilà, il n'y avait pas d'avis, établi de façon générale sur un procédé innovant qui était au point. Et donc là, la grande trouvaille, parce que je pense que c'est très important, absolument essentiel, c'est d'avoir pensé à faire une commission nationale d'évaluation de ces innovations matures.
Cette commission nationale d'évaluation, elle regroupe des scientifiques, y assistent les administrations responsables et elle regroupe des experts désignés par les grands acteurs, organisations professionnelles représentant les acteurs. Donc, c'est un lieu de savoir scientifique. C'est une évaluation collective. On donne un avis qui explique comment on va utiliser cette innovation mature, dans quel cas de figure, dans quelles conditions de pratique, etc. Et une fois que cet avis est donné, moi je suis un scientifique de formation, écoutez, la physique est la même, la physique est la même quel que soit le département. Je dis des choses simples, mais bon, c'était pas comme ça. Donc l'idée, c'est que l'avis s'impose sur tout le territoire. Voilà. Et donc, et ça, c'est très important. Parce que c'est la commission d'évaluation, entre guillemets, qui prend le risque du mode d'emploi, si je puis dire, de l'innovation. Et à ce moment-là, c'est valable pour tout le monde, c'est rendu public. Donc en clair, les acteurs, entreprises par exemple, peuvent s'en emparer en disant, moi, on me dit que tel système, il fait comme ça, je peux le prendre, si j'applique le mode d'emploi, je suis dans le... Donc si je comprends bien la lecture du schéma que vous nous proposez, il y a pour l'instant 14 projets qui ne sont pas encore passés ou qui sont en cours d'évaluation, c'est ça? Voilà. Alors d'abord, il me manque une information, je vais répondre bien sûr, c'est que nous mettons en situation gratuite, à l'heure actuelle, pendant toute la durée du PRDA, l'évaluation de cette innovation mature sera gratuite. Celui qui présente son dossier n'aura rien à payer. L'évaluation se fera et s'il faut faire ce qu'on appelle des éléments de preuve, des chantiers expérimentaux, eh bien, pour l'évaluation, nécessaire à l'évaluation, nous serons derrière pour... payer le surcoût, parce que la partie qui est normale, on ne va pas payer, on paie le surcoût. Donc des financements sont possibles. Des financements sont possibles. Ah oui. À partir du moment où c'est dans le scope de ce que traite le PRDA, la gratuité est obtenue, automatique. C'est une pseudo-sélection. C'est la sélection au sens on rend gratuit à condition qu'on soit dans le spectre du champ de la commission d'évaluation. Alors sur les 14, il y en a déjà 2 qui ont été évalués. Donc on va en parler tout à l'heure, on va les montrer. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, ils passaient en boucle, c'est ceux qui sont déjà évalués. Et il y en a 12 que nous allons évaluer. Et je fais un appel de proposition ici. Tous ceux qui pensent qu'ils ont une innovation mature, c'est-à-dire prête à être mise sur le marché, vous pouvez vous pointer comme candidat à l'évaluation. C'est très important. D'abord, ça fait connaître le produit et surtout, ça vous ouvre le marché national. C'est clair. Et nous, c'est ce que nous pensons être absolument nécessaire. Le PRDA réussira dans la mesure où il y aura plein de produits qui arrivent à maturité, qui seront évalués et qui seront mis sur le marché. La 3e colonne que vous voyez, c'est une colonne sur... toutes les innovations ne sont pas matures. Il faut bien que nous aidions des innovations qui nous paraissent très intéressantes pour qu'elles arrivent à maturité. Donc nous mettons des crédits de R&D, recherche et développement. Après appel d'offres, on va vous en parler, on a sélectionné 17 projets. Nous mettons ces crédits de R&D pour accélérer l'arrivée à maturité de l'innovation sur des sujets qui nous paraissent particulièrement urgents, importants, insuffisamment traités. Je vais parler des sujets tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, dans la foulée. Donc on voit bien le dispositif. Technique traditionnelle, tout de suite règle de l'art. Technique, innovation prête, mature, commission d'évaluation et, vous avez vu une petite flèche verte qui fait passer la commission d'évaluation aux règles de l'art. Lorsqu'elles sont particulièrement utilisées, tout le monde commence à s'en emparer, on passera des règles de l'art. Et innovations qui ne sont pas encore matures, on accélère la maturité et on les fait passer en commission d'évaluation. Alors, c'est ça le dispositif. Quand je dis on est en ordre de marche, c'est ça le dispositif. Alors, quel est l'intérêt de ce dispositif? Ce dispositif, c'est une idée simple. On a désengorgé des innovations qui étaient prêtes pour qu'elles aillent sur le marché et
nous pensons qu'à ce moment-là, les gens, voyant que sur le secteur de l'amiante, il y a accélération des phénomènes, c'est-à-dire que quand on a une innovation, on a beaucoup plus de chances qu'avant de pouvoir la faire utiliser, donc trouver un marché, nous pensons que ça va augmenter l'arrivée d'innovation, de R&D dans le domaine de l'amiante. Voilà, ça c'est très important. Ce dispositif, alors on va me dire, vous arrêtez dans 3 ans, donc théoriquement l'année prochaine, au mois de juillet, ça s'arrête. Bah, écoutez, un dispositif comme ça, il n'y a aucune chance qu'il s'arrête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une commission d'évaluation, à partir du moment où vous avez un système où on fait des règles de l'art, ça continuera. Donc vous nous assurez qu'on vous retrouvera après juillet? Ce que j'assure pas, c'est de la gratuité de l'évaluation. Bon, peut-être que, comme les autres secteurs du bâtiment, il y a des avis techniques avec des règles de l'art. Les avis techniques sont payants. Voilà. Donc ça, s'il n'y a plus de PRDA, il faudra payer l'évaluation. C'est pas le drame du siècle s'il faut payer l'évaluation. Mais nous continuerons. Ensuite, ce gouvernement choisira ou pas d'accélérer la R&D, si je puis dire, de doper la R&D pour qu'on ait un peu plus d'innovation. Donc voilà le dispositif. Le dispositif. J'ai oublié de dire, puisqu'il y a 30 processus techniques dans la première colonne, nous avons déjà trouvé 30 processus de techniques traditionnelles qui vont être incorporés dans ces règles de l'art. Donc c'est en route. C'est en route. Alors maintenant, on va montrer, je ne vais pas les montrer tous, les percées attendues. Oh, voilà, on peut y aller tout de suite. Bon, alors, ça, il faut que vous me donniez le petit... Je l'ai là. Merci. Bon, alors là, je ne vais pas décrire tous les projets que nous avons sélectionnés. Vous les verrez en boucle à la fin de la conférence, vous les aurez en boucle et vous pourrez voir ce qu'il y a. Je voudrais dire, au fond, ceux sur lesquels nous souhaitions faire une percée. Alors, la première percée, c'est repérer l'amiante. Alors, pour faire simple, nous pensons que nous n'avons pas les meilleurs systèmes, les plus experts, les plus sioux, pour aller repérer l'amiante. Donc, nous allons rechercher un système que je qualifie de système expert, qui ferait que l'enquête que nous menons pour trouver l'amiante a plus de chances de la trouver dans les endroits où la probabilité que l'amiante soit présente est forte. À l'heure actuelle, sur tous les tests, il y en a près de 80% où, après envoyer en labo, on découvre qu'il n'y a pas d'amiante. Le score est quand même très impressionnant. C'est à la fois une bonne nouvelle pour ceux qui découvrent qu'il n'y a pas d'amiante, mais c'est qu'on ne va pas chercher forcément au bon endroit. Donc ça, c'est une piste très importante. Nous mettrons, je le dis tout de suite, tout ce qui sera système plus intelligent pour aller mieux rechercher l'amiante, nous trouvons que c'est une priorité. Deuxième idée, sur la mesure de l'amiante dans les matériaux et dans l'air, nous recherchons le Graal, si je puis dire, c'est-à-dire des systèmes qui donneraient des informations, alors avec plus ou moins de précision, on comprend bien, mais en temps réel, c'est-à-dire celui qui est sur le chantier ou au moment où on fait le diagnostic, on a une information sans attendre les résultats en laboratoire. Nous avons 2 grandes pistes à l'heure actuelle, une piste qui n'aboutira pas tout de suite, mais qui est très ambitieuse, qui est de passer par des systèmes de plasma, qui va se faire avec le CEA et le CNRS. Nous allons savoir dans maintenant 6 mois si la piste est prometteuse. Si elle est prometteuse, on y va. On met le paquet parce que ça sera un système qui permettrait d'avoir des informations instantanées. Et l'autre piste, c'est une piste poursuivie par le CSTB et on accélère ce qu'ils ont trouvé. C'est une piste dite du procédé Raman qui donnera peut-être pas, évidemment pas les mêmes précisions que le système actuel en laboratoire, mais qui peut donner, nous semble-t-il, des éléments pour préciser les diagnostics. Et en tout cas, il y aurait des informations en temps réel. Et en tout cas, dès qu'il y aurait des deltas importants dans les quantités d'amiante, ça, on les verrait tout de suite. Ce qui permettrait aux entrepreneurs de se dire, là, il se passe quelque chose d'anormal et de ne pas apprendre la normalité 15 jours après. Vous comprenez que, on est tous sur l'idée que si on a les informations immédiatement, on aura des attitudes responsables de la part des acteurs, que ce soit la maîtrise d'ouvrage ou que ce soit les entrepreneurs, immédiates. Ça, c'est pour le côté repérer et mesurer. Alors ensuite, du côté des chantiers, bon, comme vous vous en doutez,
la place et l'avenir de la robotisation est fort. Elle est forte, cette place. Donc nous avons beaucoup de projets sur la robotisation. En fait, nous cherchons à dévier des robotisations qui sont dans des secteurs, entre guillemets, plus porteurs que l'amiante, pour avoir une version qui traite l'amiante. Vous voyez bien l'arrivée des automatismes et des robots dans tous les secteurs de l'industrie. Donc on se dit qu'il pourra y avoir parmi ces robots certains qui pourront être utilisés à bon escient pour l'amiante. Alors l'autre idée, l'autre piste, c'est que il y a sans doute des procédés qui sont de confinement proche, enfin, c'est-à-dire qui permettent de laisser et d'enfermer, si je puis dire, l'amiante, au lieu de laisser l'amiante partir dans toute la pièce et nécessiter un confinement général de la pièce, c'est toute la piste d'un confinement plus proche. Et là, des procédés arrivent avec des rideaux d'air et tout, donc nous pensons qu'il y aura des solutions plus élégantes, je vais les parler comme ça, que de faire le confinement total des pièces. Alors ensuite nous arrivons dans le domaine des déchets. Sur le domaine des déchets, donc c'est bien pour la suite de l'exposé, on n'a pas eu beaucoup de projets. C'est un peu décevant. On a quand même des pistes, 2 grosses pistes, sur des pistes plutôt chimiques. Et celle-là, elle est importante. Et puis l'autre piste, j'oublie, la dernière, là, avec CNRS et... Biologique et chimique. Biologique et chimique. Donc nous attendons quelque chose d'important sur le traitement des déchets. Mais le point le plus sensible, celui qui nous paraît le plus sensible, c'est le transport des déchets à plus ou moins grande quantité entre les lieux de chantier réels ou chantier discret, vous comprenez ce que je veux dire, et les lieux de déchetterie. Voilà. Et là-dessus, bon, que je le dise tout de suite, nous allons faire une étude pour voir s'il y a ou s'il n'y a pas, d'ailleurs le suspense n'est pas énorme, vous allez vous faire une idée, s'il y a ou s'il n'y a pas de l'amiante à faible ou plus forte dose dans les déchetteries classiques. Voilà. Si c'était le cas, c'est un problème très important, puisque ça poserait un problème simple. On est sur une piste de recyclage des matériaux, vous le savez bien. Donc si on recycle des matériaux qui contiennent de l'amiante, là on peut dire qu'on a inventé, c'est les Shadocks, on a inventé le mouvement perpétuel. Bon. Donc non, mais je vois des sourires, vous avez raison, on peut sourire de l'expression Shadocks, là, ceux qui connaissent cette génération, mais c'est un vrai sujet si nous... Voilà. Je vais vous demander de passer rapidement à la dernière. C'est la dernière, voilà. Vous avez toutes les chances, devant vous. Les actions complémentaires. Alors... Du PRDA, vous nous avez présenté le dispositif, ce qui était attendu précédemment. Alors, pour être complet, alors nous avons un volet formation. C'est les formations aux règles de l'art, ça vous l'avez compris, mais c'est aussi, on va essayer d'utiliser des procédés de réalité virtuelle dans la formation, parce que autant créer des chantiers, si je puis dire, virtuels, et pour pas prendre le risque de mettre ceux qui se forment au contact de l'amiante, mais leur donner des réactions. Donc ça s'y prête bien. Le secteur de l'amiante se prête bien à... Bon, le système expert intelligent, j'en ai parlé, j'en rappelle. Les déchetteries, j'en ai parlé. Alors, les démarches exemplaires territoriales, c'est-à-dire qu'on a vu, notamment sur le traitement des déchets, tout un tas de territoires qui trouvent traitement et la collecte des déchets qui trouvent des solutions. Donc, on va essayer de les mettre en valeur et de les généraliser. C'est le système de la bonne pratique. Voilà. Une piste que nous n'avions pas vue au début, c'est qu'il y a tout un tas de sinistres, dans les cas de sinistres ou de travaux d'urgence, on n'a pas le temps d'attendre 15 jours ou une semaine, 15 jours ou 3 semaines pour savoir s'il y a de l'amiante. On fait les travaux tout de suite. Or là, ça nous paraît important de savoir si dans ces travaux qu'on fait tout de suite, et dans le cas où on a une présomption d'amiante, s'il n'y a pas des mesures de précaution à prendre, la façon de sécher des bâtiments qui ont été inondés, la façon d'enlever lorsqu'il y a eu le feu, d'enlever tous les trucs, les traces noires immédiatement, tout ça. Donc on va se mettre à ça. C'est ces domaines qui sont
en dehors de la réglementation, mais dans lesquels on peut rencontrer l'amiante. Et donc nous pensons qu'il faut de l'imagination et évaluer les procédés les plus malins dans des cas de figure. Voilà. Évidemment, il y a la piste Outre-mer, si je puis dire. Alors, et pourquoi évidemment? Parce que Outre-mer, c'est quand même un lieu spécifique et où les conditions climatiques, je ne fais aucune allusion récente, mais ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y a de l'air qui circule, c'est même les fondamentales du rafraîchissement. Donc il faut trouver des solutions Outre-mer. Et enfin, PRDA Junior. Alors ça, c'est une idée simple. Globalement, on a été un peu déçus quand on a fait les appels d'offres. On a été un peu déçus par la quantité de réponses. C'est-à-dire qu'en clair, peut-être que nous nous sommes trompés, il n'y avait pas en offre autant d'idées de R&D que nous pensions. Alors peut-être que tout le monde n'était pas au courant, qu'il en viendra, mais on n'était pas devant un luxe, si je puis dire, de propositions de R&D. Alors nous avons pensé qu'il fallait travailler dès les écoles, c'est pour ça qu'on l'appelait le PRDA Junior, avec les universités, avec les écoles d'ingénieurs, et essayer de développer dès les sorties d'école des travaux de recherche qui seraient des travaux de recherche sur l'amiante. Voilà. Et donc c'est ça l'idée. PRDA Junior, c'est tout simplement aller enraciner des idées chez les jeunes, au moment de la formation initiale. Voilà. Merci, excusez-moi, Président. j'étais un peu long. Alors, vous savez qu'on a 20 millions, qu'on reste à l'intérieur de l'enveloppe. Il en reste encore. Voilà. Ouais. Oui, il en reste encore, Voilà. je peux le dire comme ça. Et je pense que le dispositif est clair et donc nous répondrons à vos questions tout à l'heure s'il y a des choses qui vous ont paru obscures. Merci Alain Maugard, le président du PRDA. Vous avez évoqué évidemment le diagnostic, le traitement et la partie déchets. Je me tourne justement sur cette troisième et dernière partie vers Frédéric Sanchez, consultant expert dans le traitement des déchets, qui a été sollicité par une association qui s'appelle Record. Association petite en taille, en nombre de membres, puisqu'ils ne sont que 14, mais forte en représentation, puisqu'il y a des petits noms. Alors on a l'ADEME, on a Engie, EDF, Renault, SNCF, Suez, Total, Veolia, enfin voilà, des poids lourds, des privés, des partenaires des pouvoirs publics et puis des chercheurs. 2 mots sur l'association avant de présenter peut-être vos travaux. Quel est son but ? Oui, l'association Record, donc c'est un réseau coopératif. Donc la définition, c'est réseau coopératif de recherche sur le déchet et l'environnement. Donc c'est au départ une initiative du ministère de l'Environnement qui a regroupé autour de l'ADEME, de lui-même, et en amenant les poids lourds de l'industrie française, à créer cette association qui a pour vocation de financer des études concernant le recyclage, la valorisation des déchets et les pollutions industrielles de manière générale. Et c'est aussi de partager les connaissances, c'est-à-dire qu'on se met tous ensemble pour être plus forts, aller peut-être plus vite aussi que de chercher chacun dans son coin. Oui, tout à fait. C'est vraiment une approche industrielle coopérative, on va dire. Et même au-delà de partager les résultats en interne à Record, souvent les études de Record font l'objet de parutions publiques. Donc c'est aussi partagé. En l'occurrence, l'étude sur l'amiante est accessible en ligne dans son intégralité sur le site de Record. Alors vous avez été sollicité il y a 2 ans par l'association pour faire une étude justement sur l'amiante. Et quel type d'étude ? Sur les déchets particulièrement ? Oui, donc on a été sollicité par Record pour faire un état de l'art en fait, des procédés de traitement des déchets amiantés. Et donc nous, on a fait cette étude, on a proposé de faire une étude en lien avec les procédés de déconstruction, en partant du principe qu'on ne peut pas parler d'un déchet amianté si on ne s'intéresse pas à sa caractéristique. Et qu'est-ce qui caractérise un déchet amianté ? C'est la manière dont on l'a sorti des chantiers. Quand on parle de déchets amiantés, on parle je vais dire presque de tout et n'importe quoi, on parle de beaucoup de choses en fait. C'est déjà la définition, rien que le terme déchet amianté concerne beaucoup de choses. Effectivement, la première difficulté quand on parle d'un déchet amianté, c'est sa diversité. Puisque, en fait, il est toujours lié à un support qui va être du plâtre, du béton, du bois. Il peut avoir des pollutions organiques dues aux solvants, peintures, des cols. En déchets amiantés, on va avoir tous les EPI aussi, tous les outils de confinement en sortie de chantier. Donc en réalité, quand on parle d'un déchet amianté, on parle assez peu d'amiante,
puisqu'on va avoir des proportions des fois assez faibles d'amiante, et on parle surtout d'un déchet extrêmement divers qui est autour de l'amiante. C'est la principale difficulté quand on parle de procédé de traitement. Donc ça, c'est quelque chose de classique dans le déchet. Au mieux, on va avoir un flux entrant qui est maîtrisé, et au mieux, on va pouvoir mettre en œuvre des procédés de recyclage et de valorisation performants. Donc là, en l'occurrence, la première difficulté sur l'amiante, c'est ça, c'est qu'on a un déchet entrant, un flux entrant, qui n'est pas du tout caractérisé. C'est-à-dire que tous les procédés de traitement qui auront pour ambition de traiter ce flux-là devront être extrêmement tolérants et avec de très faibles possibilités de dégager en sortie de process des matières premières secondaires à forte valeur. Donc ça, c'est un des premiers points qu'on peut voir sur les déchets amiantiers. À moins de sélectionner son déchet, par exemple, et là, M. Carpentier pourra vous en parler peut-être un peu plus, sur certains types du flocage ou des choses comme ça, un déchet extrêmement précis. Et donc là, on va développer un procédé de traitement qui va être adapté à cette typologie de déchets amiantés. Et avec ces traitements, on peut potentiellement envisager de produire des matières premières secondaires à valeur. Donc première difficulté rencontrée lorsque vous avez lancé cette étude, cette enquête, c'est de dire, voilà, la qualification du déchet, ça n'est pas facile. Ensuite, quels sont les points principaux que l'on peut citer, même si l'enquête est en ligne, quels sont les points principaux de l'enquête que vous avez menée pour le compte de Record? Donc, après, on peut parler des procédés de traitement en eux-mêmes. Donc des procédés de traitement, ça existe. Le premier, c'est des procédés de fusion, des procédés thermiques. Donc il y a une société en France qui pratique ça, qui s'appelle Inertam, donc, qui est basée à côté de Bordeaux. Et donc là, on fait monter en température le déchet à des températures jusqu'à 1500 degrés, et on fait tout simplement fondre l'amiante et ce qui est avec, et ce qui permet de détruire la structure fibreuse de l'amiante. Derrière, on a un produit à faible valeur ajoutée qui peut être éventuellement utilisé en sous-couche routière, mais donc qui reste un granulat assez basique, quoi. C'est à très haute température? À très haute température, on est à 1500 degrés. Donc le problème, bien entendu, de ce mode de traitement qui est tout à fait efficace, c'est son coût et sa demande d'énergie qui est extrêmement importante. Excusez-moi. Donc après, tous les procédés de traitement ont cherché à abaisser la question des températures. Donc, en termes de traitement purement thermique, on peut aussi voir des procédés de déshydratation. Donc l'amiante, je ne suis pas un chimiste, expert en chimie, bon, l'amiante c'est un silicate hydraté. Donc en fait, quand on le fait chauffer, il va dégager des radicaux OH, c'est ce qu'on appelle de l'eau de structure. Et donc par déshydratation, en fait, en chauffage assez long, cette approche-là va aussi permettre de dénaturer la structure fibreuse. De nouveau, donc on a des températures qui sont moins importantes, hein. On peut faire ce traitement-là de déshydratation avec des températures de l'ordre de 600 degrés. En revanche, des temps de traitement qui vont être assez importants, donc 5 ou 6 heures. Et donc au bilan, de nouveau, on a un coût énergétique extrêmement important. Donc là, deux solutions existent, mais qui ne sont pas très intéressantes en matière énergétique, du moins en termes de coûts énergétiques. Oui, c'est ça, il y a des coûts qui sont pas du tout compétitifs, qui coûtent aujourd'hui quasiment 10 fois plus cher que l'enfouissement. En revanche, l'avantage, et c'est ce qui motive la recherche de procédés de traitement nouveaux, l'avantage de ce traitement, c'est qu'il dégage le producteur du déchet de sa responsabilité. À partir de là, on n'a plus à faire. Le déchet a été traité, la responsabilité du producteur est dégagée. Quand on place en centre d'enfouissement, et c'est un des soucis aujourd'hui des producteurs de déchets amiantés, un déchet amianté qui est placé en centre d'enfouissement, la responsabilité légale de l'émetteur du déchet reste engagée ad vitam aeternam. Et donc, ce qui motive notamment Record dans la recherche de procédés de traitement, c'est ça, c'est trouver des procédés qui permettent de se dégager, donc de réellement traiter un déchet d'amiante, de le rendre inoffensif pour être dégagé d'une responsabilité à long terme. Est-ce que dans votre étude qui est de spectre mondial, vous avez trouvé des pays qui étaient un peu plus avancés que la France avec des solutions intéressantes économiquement parlant?
Alors oui, ensuite, donc au-delà des procédés thermiques, on va avoir ensuite ce qu'on appelle des procédés thermochimiques, donc qui vont allier un pré-traitement avec une attaque chimique qui va être de plusieurs natures, qui va entamer on va dire la déstructuration fibreuse de l'amiante et qui va être complété par un traitement thermique, et là pour le coup qui sera beaucoup plus rapide et à des températures moins élevées. Et donc cette combinaison d'attaque chimique et de traitement thermique, c'est aujourd'hui les voies principales de recherche. Le pays le plus en pointe sur la question, c'est le Japon. Il faut savoir que plus de 80% des brevets en termes de traitement de l'amiante ont été déposés par des entreprises japonaises. Alors c'est dû à une raison assez simple. Assez simple, oui. C'est premièrement, donc le Japon étant uni, il a une disponibilité foncière qui est assez faible, et donc le Japon a toujours recherché des solutions de recyclage et de valorisation de manière générale sur les déchets. Et donc sur l'amiante, en plus, ils ont mis en œuvre une réglementation pour limiter l'enfouissement et qui impose un pré-traitement de toute façon sur l'amiante. Donc du coup, ce qui a motivé énormément la recherche japonaise pour trouver des solutions. Après le traitement des déchets dont vous avez parlé, donc à forte chaleur, détruit à forte chaleur, qui donnait des matières peu valorisables, est-ce qu'on a des solutions quand même pour valoriser des déchets traités et qui pourraient retourner dans un cycle vertueux et qui pourraient être utilisés par d'autres industries? Alors, je peux dire deux choses là-dessus. La première, c'est qu'il y a effectivement des procédés qui cherchent à produire de la matière première secondaire à forte valeur. On a notamment des sociétés en France qui développent des solutions de ce style-là. Après, il faut rester conscient que ces solutions, qui ne sont pas encore tout à fait au point, pourront l'être à terme, mais obligeront une sélection du déchet à l'entrée qui va être drastique. C'est-à-dire que ces solutions de traitement ne répondront pas finalement à la problématique du déchet amianté, ne répondront qu'à une infime partie de la problématique des déchets. Et donc on ne peut pas considérer ça comme des solutions de marché, des solutions industrielles de marché. Ensuite, à côté de ça, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont totalement inutiles, mais elles n'ont pas vocation à traiter le déchet, elles ont vocation à produire de la matière première secondaire de qualité. Maintenant, si on parle de procédés de traitement qui doivent prendre en main et devoir traiter la grande majorité des déchets amiantés, on a des solutions qui existent aujourd'hui et qui sont sur une base thermochimique et qui visent à utiliser notamment pour la partie thermique des installations déjà existantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fabriquer des installations spécifiques au traitement des déchets amiantés, traitement thermique, mais plutôt d'utiliser des installations existantes. Quel type? Et qui peuvent être, par exemple, des fours rotatifs d'aciéristes, donc là dans lesquels, avec un traitement préalable chimique, derrière on pourrait utiliser ces fours pour finaliser le traitement sur le volet thermique. On a une entreprise américaine aujourd'hui, c'est un brevet qui s'appelle Ari Technologies, qui a déposé un brevet qui a plus de 15 ans, même presque 20 ans aujourd'hui, qui a développé des pilotes industriels, qui a même commercialisé sa solution aux États-Unis et qui aujourd'hui, le brevet a été racheté par une entreprise anglaise qui est à la recherche de financement aujourd'hui pour monter une unité industrielle. Et ensuite, on a une autre voie qui a été beaucoup explorée par les Japonais notamment, qui consiste à intégrer des déchets amiantés dans les fours à clinker, donc pour produire de clinker qui va servir à la production de ciment. Alors pourquoi? Parce qu'on a sur ces fours-là des temps de transit qui vont être de l'ordre d'une demi-heure à peu près, et avec des températures qui vont aller de 800 à 1500 degrés, donc des températures qui vont être suffisantes pour dénaturer la structure fibreuse de l'amiante. Redonnez-nous aujourd'hui la proportion de déchets amiantés qui sont autres qu'enfouis dans des endroits évidemment référencés comme pouvant les accueillir. On peut dire que c'est quasiment anecdotique. La capacité de traitement aujourd'hui d'Inertam, par exemple, qui est la seule unité réellement industrielle à traiter de l'amiante en France, sa capacité représente 1% du marché des déchets. Donc ça veut dire que potentiellement 99% des déchets amiantés aujourd'hui se font en centre d'enfouissement. Quelles sont les conclusions de l'enquête? Vers quoi vous voulez emmener les membres de l'association Record et tous ceux qui sont concernés par les déchets amiantés? Donc la première chose qu'on a conclue, nous, c'est que ce n'est pas facile d'apporter des solutions qui sont suffisamment tolérantes pour gérer un déchet amianté extrêmement varié. La deuxième chose qu'on a mis en évidence, c'est quand on parle de la problématique d'amiante pour les industriels, en réalité, le coût de la gestion des déchets
où les problématiques qui sont liées à la gestion pure du déchet, c'est-à-dire en sortie de chantier, restent largement inférieures à la problématique du désamiantage en lui-même. C'est-à-dire que le désamiantage en lui-même est à la fois complexe sur un plan technique, mais aussi sur un plan économique. Les coûts de la gestion des déchets est beaucoup plus important sur le volet désamiantage que sur le volet traitement du déchet. Donc ça, c'est un premier point qui, finalement, ne motive pas beaucoup les industriels à aller développer des solutions de traitement qui posent par ailleurs des tas de soucis, parce que là, on a parlé des procédés de traitement sur un plan purement technique et chimique, on va dire. Il ne faut pas oublier que dans tout procédé de traitement, on va aussi être confronté à toutes les problématiques de gestion de poussière, de confinement, etc., qu'on va avoir dans les chantiers d'amiante. C'est-à-dire que dans les sites de traitement, sur ces procédés de traitement, on parlait par exemple des fours à ciment. Donc ça marche. Sauf que pour pouvoir faire rentrer un déchet amianté dans un four à ciment, il faut prévoir tout un système d'alimentation qui confine, etc. C'était les conclusions de l'enquête. Et voilà. Donc aujourd'hui, face à cette situation, des coûts finalement et des problématiques liées aux déchets qui intéressent peu les industriels et qui focalisent plus sur les problématiques amont, la complexité des procédés, et la possibilité d'aller en centre d'enfouissement. Donc tous ces éléments aujourd'hui font que effectivement il n'y a pas une recherche très active ni en France ni dans le reste du monde, comme je dis, à part au Japon, pour faire avancer ces questions-là. Donc il n'y aura pas une évolution réglementaire qui va dans le sens de qui pourra donner un petit coup d'accélérateur peut-être, forcé. A priori, la situation évoluera un peu. Parce que de manière générale, maintenant, je vais finir peut-être là-dessus, sur un plan technique, ce qu'on a vu aussi quand on a fait une étude de dépôt des brevets à l'échelle mondiale sur les 10 dernières années. On s'aperçoit que la majorité des brevets ont été déposés dans une période qui va de 2007 à 2010. Et ensuite, il y a un essoufflement et une baisse très importante, très marquée. Ce qui peut nous faire penser qu'en réalité, l'ensemble des champs de recherche ont été explorés par les universitaires, les industriels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre aujourd'hui beaucoup de découvertes supplémentaires en matière de recherche sur des procédés de traitement de l'amiante. Tout est là, les brevets sont déposés, donc maintenant il faut passer à des phases d'industrialisation. Et là, de nouveau, on rentre dans des problèmes économiques, de rentabilité, et face à de l'enfouissement aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'être rentable avec des procédés de traitement qui sont autres. Merci. À mes côtés, donc, une fois qu'on a entendu le PRD1 et puis que l'on a évoqué cette association Record et le travail de son consultant, je voudrais qu'on parle d'un, comment dire, je ne voudrais pas être péjoratif avec vous, une sorte de géotrouve-tout quand même, puisqu'on a vu qu'il y avait de grosses structures administratives, étatiques, on a vu également que des majors se rassemblaient pour trouver des solutions. Et avec vous, Jean-Philippe Carpentier, bonjour, vous êtes le représentant du groupe IRAM, mais non pas IRMA. IRAM, un groupe de plusieurs bureaux d'études spécialisés dans l'amiante, 23 ans d'expérience et d'expertise. Vous vous êtes mis un jour à réfléchir à des solutions techniques, pratiques, à mettre en place facilement. C'est ça ? Oui, tout à fait. Parce que vous vous êtes dit à un moment, on désamiante comme... on n'a pas progressé. Comme en 95, on n'a pas... Alors, j'ai 23 ans de maîtrise d'œuvre amiante, ce qui m'a permis de faire beaucoup de chantiers, de voir des problématiques entreprises, des problématiques environnementales, une réglementation qui évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça c'est pas à moi de juger, mais qui devient de plus en plus contraignante et avec des solutions de chantier qui ne sont pas forcément toujours adaptées. Donc nous avons réfléchi à une certaine gamme de produits pour les cols de sol amiantés, pour les percements, les traitements pour la cristallisation des poussières en place, sur les déchets aussi, puisque on a mis en place une chaîne d'amorphisation d'amiante à basse température, où effectivement on dénature la structure cristalline de l'amiante pour la traiter entre 200 et 400 degrés. Maintenant, c'est des projets effectivement qui coûtent très cher, que le groupe finance, et on arrive à un moment où la partie, je dirais, financière devient un gros problème et qui nous fait stagner. En fait, on peut plus... on est arrivé à un point où, voilà, c'est où on a des aides et des partenaires, où ça restera dans les cartons.
Si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec le monsieur de gauche. Voilà, peut-être qu'il pourra vous donner un peu d'aide sur ce domaine-là. Mais vous étiez déjà, comment dire, attiré par ce domaine de recherche ou c'est parce que vous êtes dit en 2010, il y en a marre de faire comme il y a 10 ans non. Vous étiez attiré déjà par ça? La recherche m'a toujours passionné, mais en fait, en 2010, j'ai rencontré un groupe de chimistes avec qui je me suis associé. J'ai racheté une partie de leur société et j'en ai créé une où je les ai intégrés. Et j'avais 2 chimistes anciens de chez Rhodia, donc des gens qui ont travaillé toute leur vie dans cette partie, qui n'est pas mon domaine d'activité, hein, et je n'ai pas les compétences de chimiste, mais par contre j'ai les compétences d'ingénierie technique et pratique, chantier. Et en associant la chimie et la technique, on s'est aperçu qu'on pouvait évoluer et avancer très vite, puisque moi j'ai l'expérience chantier, et souvent, je dirais, la recherche, c'est est-ce qu'on a mis un pied sur un chantier d'amiante? Est-ce qu'on sait comment un opérateur va désamianter? Quelles sont ses contraintes de température, de pénibilité au travail? Ils n'ont pas forcément l'information. Nous, on l'avait, et donc on a essayé de mettre cette information au service de la recherche. C'est-à-dire que quand j'ai un problème chantier, je fais un cahier des charges à mes chimistes et je les mets dans un entonnoir pour qu'ils me créent quelque chose de vert, le plus vert possible, parce que c'est pas la peine de rajouter un polluant à un polluant, et on essaie de trouver des solutions techniques et chimiques à une problématique environnementale. Alors sans vouloir ouvrir une page de publicité, j'invite les participants de cette conférence à venir vous rejoindre sur votre stand. Pas très loin de l'entrée, vous le remarquerez facilement, la moquette est verte. Voilà, elle est bien positionnée près de l'accès à ce salon. Néanmoins, sur la gamme de produits, on ne va pas tous les détailler. J'aimerais qu'on parle du tout dernier, le fameux, comment s'appelle-t-il, Catching Dust. Catching Dust. Alors, Catching Donc Dust, attrape-poussière, c'est ça? Catching Dust est une mousse de percement. On s'est aperçu qu'il existe des sujets comme Zygel et Gerflor. Je me suis aperçu à l'utilisation, parce que j'en ai acheté et utilisé énormément pour faire des essais, je me suis aperçu que c'était pas très pratique pour les entreprises et surtout l'utilisateur qui se promène avec une poche, un carton de poche de gel ou autre, et c'est assez pénible à utiliser. Je voulais trouver quelque chose de beaucoup plus pratique et de beaucoup plus ludique pour les opérateurs de désamiantage. Et on a créé une mousse. Alors on a mis 8 mois à créer une mousse qui soit suffisamment collante et suffisamment mouillante pour éviter l'émission de fibres. Et aujourd'hui, les chantiers testent, c'est 0 fibre sur opérateur et au poste de travail. L'avantage aussi, c'est que c'est une petite bombe de 200 ml et c'est très facile. On fait 40 à 50 percements avec. Et le coût est relativement faible, puisque nous, le cahier des charges que je me donne quand je crée un produit, c'est 1, la technicité du produit, 2, la pénibilité au travail, 3, le coût du produit. Voilà. Très bien, donc cette fameuse mousse Catching Dust est disponible. Ça rentrerait tout à fait dans le PRDA, ça, si vous voulez si vous voulez que ça fonctionne comme une table ronde, donc c'est clair. La proposition de la mousse, c'est typiquement ce que nous appelons une innovation qui est à maturité et qui, si elle le souhaite, peut passer en commission d'évaluation. Voilà. C'est le cas type. C'est le cas type. Gratuité, j'insiste lourdement, mais bon. Et nous sommes très preneurs. Très preneurs. On est très preneurs de gestes simples et de dire on va codifier, se mettre d'accord sur le thème. Si on utilise cette mousse dans telle et telle condition, ça marche. Voilà, c'est ça l'idée. Ça marche. Et ça marche partout sur le territoire. Vous voyez ce que je veux dire en insistant lourdement. Pour que ça descende bien vers la dernière ligne, les règles de l'art, que l'on puisse appliquer partout. Et après, on fera des règles de l'art. Mais pour le moment, dans un premier temps, ça marche. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise ou régie, parce que c'est des cas de figure de régie, pourra dire j'utilise cette mousse une fois qu'elle aura été évaluée dans telle et telle condition, c'est ce qu'on m'a dit, ça marche. Voilà, je vous invite donc à vous rapprocher tous les deux. Je vais poser la question à Juliette Hugues, qui est directrice du secrétariat technique du PRDA, sur le cheminement en instruction, le temps que ça prend, pour être très clair, parce qu'on dit souvent que ce sont des grosses machines, le PRDA et autres, hein, pas seulement vous, qui sont très longues. Comment ça fonctionne ?
Oui, effectivement, il y a une complexité liée au fait que ce sont des fonds publics, donc il y a quelques petites pièces administratives à remplir lorsqu'on candidate. J'aime beaucoup quelques petites pièces. Voilà. Nous restons disponibles de toute façon pour aider tous les gens qui le souhaitent. En fait, en termes d'action, on en a deux ouvertes en ce moment. Une de soutien à la mise au point d'innovation, donc pour le processus de R&D lui-même, quand on n'a pas fini, quand on est en train d'essayer de faire son prototype. Là, on a ce qu'on appelle des appels à projets de recherche et développement, dont la dernière tranche aujourd'hui ouverte s'arrête à la fin du mois de septembre. C'est un peu court, mais en fonction des résultats, on envisagera la possibilité éventuellement d'en lancer encore une tranche. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans ce délai pour déposer un dossier. L'important, c'est de se manifester auprès de nous et si possible de lancer, de répondre dans ce délai. Les informations sont sur le site du plan qui s'appelle www.plateforme-prda.fr. Et en ce qui concerne les innovations que nous on appelle matures, c'est-à-dire les produits déjà finalisés, voire commercialisés, le format du soutien dont M. Mogart parlait, qui consiste donc à rembourser l'intégralité des frais d'évaluation et à aider à l'expérimentation, c'est l'appel à projet qu'on appelle appel à projet évaluation, qui lui reste ouvert en continu jusqu'à une date, jusqu'à la fin du plan, merci. Donc jusqu'en juin de l'année prochaine. Et là, on va voir ce qu'on a récupéré dans notre besace tous les mois ou deux. Le dispositif, c'est quand on a des réponses, on s'engage au moment où on va aller chercher dans nos tablettes à prendre 2 mois pour les instruire et les faire passer devant un jury d'experts qui s'exprime sur la compatibilité des projets avec les objectifs du plan. Donc amélioration des coûts et des délais à sécurité et santé constante, voire améliorée. Et puis à l'issue de ça, on a un comité de pilotage qui en général se réunit sous 1 mois ou 2 maxi. Donc ça peut prendre entre 2 et 4 mois d'avoir une réponse à partir du moment où on a remis un dossier. Juste un mot, qui compose la commission qui s'appelle comment, Cevalia, président? Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ou Juliette? La commission, elle a été constituée dans le but d'avoir des experts, entre guillemets, pour eux-mêmes et pas forcément pour les fédérations ou les organismes qu'ils représentent. Donc on a vraiment demandé à des gens, des spécialistes reconnus du domaine de venir. Il y a un collège État avec les organismes, notamment les ministères en charge de la réglementation qui assistent aux commissions. Ça ne sont pour autant pas forcément eux qui s'expriment sur les innovations. Pour cela, on a un collège professionnel qui comprend un représentant avec un suppléant de chaque étape du sujet amiante. Donc on a des formateurs, des diagnostiqueurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, et sous section 3 et sous section 4, qui j'ai oublié, je crois que c'est tout. Et après, on a un collège scientifique de personnes qui sont vraiment des chercheurs ou des experts en économie et beaucoup en métrologie, qui connaissent l'amiante de très près ou d'un peu plus loin, mais qui sont capables d'avoir une visibilité sur le fond de l'objet issu de la recherche. Alors le président Mogart souhaitait faire un point sur les deux qui ont passé. On va remettre en route le PowerPoint qui défilait lorsque les invités se sont installés dans la salle avec les noms des initiatives qui passent en cours d'évaluation. Mais là, il y en a 2 qui sont sortis. Voilà, il y en a 2 qui sont sortis. Il y en a 12 qui sont dans les tuyaux. Et c'est clair, hein, si Monsieur Mousse, excusez-moi de vous appeler Monsieur comme Mousse. ça, Monsieur Mousse se Paul pointe et que c'est dans la cible, ça je vous dis tout de suite, c'est dans la cible. Donc la gratuité sera obtenue parce que ça nous intéresse, eh ben, on peut y aller. C'est ouvert en permanence. Bon, écoutez, je ne vais pas utiliser la langue de bois, c'est que pour que ce soit gratuit dans le système de l'État, il faut qu'il y ait une sélection après appel d'offres, donc c'est un appel d'offres. On prend tous ceux qui sont dans la cible, voilà, c'est clair. Et ça, c'est important de dire que maintenant, il y a un dispositif qui est en marche et qui peut débiter, enfin débiter au bon sens du terme. Alors, il y a eu 2 projets qui sont sortis. C'est un projet de gel Alors, le gel, vous verrez, il y a le nom du gel, il est là. Bon, le problème, c'est que c'est une piste, les gels. C'est une piste. On pense qu'il y aura d'autres gels qui vont se pointer. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait qu'un seul. Et on aura une famille
avec les gels. Alors, l'autre lauréat, je crois qu'il est dans la salle, là, Polyacime. Est-ce qu'ils sont là? On m'a dit qu'ils seraient peut-être là. Voilà, ils sont là. Donc, vous avez un stand ou vous n'avez pas de stand? Je vais faire votre pub, alors. Oui. Ça, c'est normal. Donc vous avez un stand. Bon, vous avez un stand. Donc Polyacime, c'est un procédé original. D'ailleurs, le gel, on s'y attendait, je vous l'ai dit tout de suite. Un produit liquide qui, après séchage, fait une peau étanche. Voilà, c'est un truc assez astucieux. En tout cas, très pratique. Vous voyez qu'on cherche des choses pratiques, pas chères. Enfin, pas trop cher, hein, j'espère qu'il n'est pas cher, et qui ait une zone d'utilisation intéressante. Non, il fait des prix spéciaux salon, hein, c'est ça, monsieur? Non, je ne sais pas. Moi, c'est pas. Je les laisse à la manœuvre. Bon, mais c'est important de voir que là, on a des procédés. Alors, les autres arrivent, et nous, notre sentiment, c'est qu'il y a beaucoup plus que 14. Je suis sûr qu'il y a plein de solutions qui restent dans des niches. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous sentez bien que ce problème de l'amiante, c'est un problème difficile où on n'avait pas ouvert les vannes au bon sens du terme de l'arrivée plus massive d'ouvrir un marché aux innovations matures, c'est ça l'idée, et ces innovations, elles sont à la disposition de tous les acteurs. C'est-à-dire que c'est accélération du progrès. On est sur une idée d'accélération du progrès. Voilà. Ça, c'est absolument essentiel pour la suite.